France Maghreb 2. Au sommaire de ce grand forum pour ce vendredi 26 octobre, la question du jour: êtes-vous d'accord avec la décision de la France de rapatrier les enfants mineurs de parents terroristes en Syrie et en Irak? Vous répondez oui ou non sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel. Invité Youssef Indy qui viendra nous présenter son nouveau livre Occident et Islam tome 2 et réagir sur l'actualité nationale, notamment la montée de l'extrême droite, même partout en Europe et internationale, et les retombées de l'affaire Khashoggi. On en reparlera avec Tarek Mami et Sofiane Nagdari pour intervenir bien sûr, et comme d'habitude 01 40 33 9000. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir invité pour cette deuxième fois. Youssef Indy, bonjour, bienvenue. Merci beaucoup. À l'occasion de la sortie de votre livre qui s'appelle Occident et Islam tome 2. Le paradoxe théologique du judaïsme, comment Yahvé usurpe la place de Dieu. Oui. Voilà le titre complet. On a éditeur, éditeur aux éditions Sigest. Sigest. Ouais. D'accord. Qu'est-ce qu'il édite cet éditeur en dehors de vous? Parce que c'est votre deuxième livre chez lui. Ah, il édite aussi les livres de Jean-Michel Vernochet. Il édite un certain nombre de livres spécialisés sur la Turquie, l'Arménie. C'est un éditeur arménien. Ah. Et qui a édité entre 90 et 100 livres en 10 ans. Voilà. D'accord. Jean-Michel Vernochet, qui est un spécialiste parmi ses livres sur le wahhabisme. Les égarés. Le wahhabisme est-il un contre-islam? C'est le titre de son livre paru en 2013. En 2013. Alors on va parler évidemment d'actualité avec vous, cher Youssef. Et on aura l'occasion de vous réinviter une troisième fois, hein, Tarek, pour parler du livre, parce que pour faire simple, on l'a pas lu et on aime bien parler de ce que l'on lit. Donc, ici, on n'aime pas partir pour faire le buzz. Ici, on aime décortiquer ce qui a été dit par les uns par les autres. Ça, c'est d'ailleurs pour ça, cher Christophe, que tous les jours vous diffusez les extraits audio de ce que je dis ailleurs, pour qu'on puisse parler de ce que nous savons et non pas de ce qu'on a lu à travers un tweet ou à travers un Facebook où les gens déforment de l'information juste pour rapporter quelque chose qui devient un buzz, et ce buzz est repris et personne ne sait de quoi il s'agit. Hier, j'ai vu sur une émission, je sais pas quelle télé, il dit, quand on fait l'analyse, il y a des gens qui font la guerre 30 ans après et qui savent même plus pourquoi la guerre a été déclenchée. Mais la guerre est une tradition, donc faut continuer. C'est un livre sans promotion qui est numéro 1 sur Amazon, Histoire et Religion. Hein. Ah oui. Sur Amazon, on peut... Oui, numéro 1 des ventes en histoire des religions sur Amazon depuis sa sortie le 16 août. Le 16 août dernier. Et on est bientôt à la deuxième édition. Mon éditeur m'a informé que la deuxième édition va être lancée, imprimée. Et puis... et sans publicité. Il tire combien d'exemplaires? La première édition, c'était environ 900, entre 900 et 1000. Et, donc c'est un livre qui part pour faire une dizaine de milliers de ventes. Bah, Inch'Allah. Le premier, il a fait combien de ventes? Le premier a fait plus de 5000, et les deux autres, donc les mystiques de la laïcité et les mythes fondateurs du choc des civilisations, donc les trois premiers livres ont dépassé les 10 000 ventes. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu, Youssef Indy, auprès de nos auditeurs? Pour Christophe, est-ce que ces livres sont déposés, comme tous les livres, donc au dépôt légal, oui, pour bien prendre date, et puis oui, bien sûr, à la Bibliothèque de France. Voilà, oui, et bien envoyer sûr. donc aux différentes librairies. Bien sûr, et vous pouvez aussi trouver mes ouvrages à la librairie de Lorient dans le 5e arrondissement, et aussi la librairie française dans le 15e arrondissement, bien sûr Amazon, Fnac, mais il vaut mieux favoriser les libraires et passer par la librairie.com. Il y a une super librairie à laquelle dans laquelle j'ai acheté tous mes bouquins quand j'étais étudiant, c'est la rue Cujas, le Termite. Est-ce que vous connaissez cette librairie? Non. Alors je vous conseille d'y aller faire un tour. Alors rue Cujas, c'est juste à côté de la Sorbonne. Et vous y trouvez justement les livres qu'on trouve, comme dit l'autre, comme disait Canal Plus il y a 20 ans, nulle part ailleurs. Parce que les propriétaires de cette librairie qui s'appelle donc le Tiers Mythe, c'était le Tiers Monde, le Tiers Mythe, sont plutôt des intellectuels et des universitaires, et donc ils ne prennent pas les livres qui sortent, mais ils choisissent parmi les livres, et il y a pas de place pour marcher dans cette librairie. Rue Cujas, je vous conseille d'aller y faire un tour. Youssef Indy. Oui. Vous pouvez vous présenter un petit peu auprès de nos auditrices et auditeurs? Je m'appelle Youssef Indy, je suis franco-marocain, je suis historien des religions et des idéologies modernes et géopolitologue. Donc j'ai écrit plusieurs ouvrages. L'Occident Islam tome 1 porté sur les sources et les origines messianiques du sionisme et de la stratégie du choc des civilisations. Les mythes fondateurs du choc des civilisations, mon deuxième ouvrage, porté sur les relations, plutôt la déconstruction des mythes
construit à travers les siècles autour de l'islam, servant d'arme à la stratégie du choc des civilisations. Mais mon troisième ouvrage, La mystique de la laïcité, porte sur un travail de recherche sur la généalogie de la religion républicaine. Et ce quatrième ouvrage traite des origines du judaïsme et plus précisément des origines du yavisme, comment Yahvé usurpa la place de Dieu dans l'Ancien Testament, la Bible hébraïque. Vous êtes remonté d'ailleurs assez loin parce que j'ai reçu il n'y a pas si longtemps Dominique Vidal qui lui remonte pour ce qui est de l'origine du sionisme. Vous êtes remonté au XIIIe siècle si je ne m'abuse. Oui, c'est cela. Parce que Dominique Vidal, il explique le sionisme à partir de Théodore Herzl et l'affaire de Dreyfus. Alors ça, c'est la construction, j'allais dire pratique. C'est pas la construction intellectuelle, c'est pas l'idée. L'idée a mis 3 siècles à germer, à se construire et à partir donc du 19e siècle. C'est l'histoire officielle du sionisme qui démarre à la fin du 19e siècle, que j'appelle d'ailleurs dans mon premier ouvrage, dans un sous-chapitre, c'est la naissance du sionisme pratique, alors que l'idée de rapatriement du peuple juif en Terre Sainte, comme je le démontre dans ce premier ouvrage, remonte au XIIIe siècle. Comme je l'avais expliqué d'ailleurs à votre antenne en juin dernier, ça a été à la suite du contournement de l'interdit talmudique, interdisant passage talmudique interdisant le retour en Terre Sainte et dater les temps messianiques. Et mon livre a démontré ou a recherché, a mis en évidence qu'au XIIIe siècle, cet interdit a été contourné. J'explique quand, comment, pourquoi et toute cette histoire du XIIIe siècle à nos jours. Youssef N'Di, comment vous expliquez ce manque de communication et ce manque d'invitation sur les plateaux télé-radio en ce qui vous concerne? En ce qui me concerne, c'est les sujets que je traite et la façon dont je les traite. Effectivement, seulement les sujets. Lorsqu'on travaille sur la question du sionisme et du judaïsme plus largement, on n'est pas forcément le bienvenu sur les grands médias. Il y a un blackout total sur, pas seulement me concernant, mais concernant un certain nombre d'intellectuels. D'ailleurs, les auteurs les plus intéressants, quels que soient les domaines, vous les voyez pas sur le plateau télévision. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'avec mon premier ouvrage, j'apportais une thèse tout à fait neuve sur les origines du sionisme, et ça dérangeait à la fois les sionistes, bien sûr, qui sont nombreux à occuper les places sur les plateaux de télévision, mais aussi l'antisionisme officiel qui rejette la faute du sionisme sur le colonialisme européen et en particulier britannique, alors que je rattache le sionisme à la Bible hébraïque, c'est-à-dire le sionisme et l'application du projet biblique. Alors, autre question, c'est seulement la seule explication que vous avez trouvée, vous, concernant ce boycott. Comment vous expliquez aussi qu'à l'intérieur même de cette communauté musulmane, il y a quand même quelques méfiances vous concernant? Alors, c'est pareil, parce que dans la communauté musulmane, je dis bien en France, pas à l'étranger, moi j'ai de nombreux lecteurs musulmans, maghrébins et autres. D'ailleurs, mon premier ouvrage a été édité en Tunisie, il est en vente en Tunisie, en Algérie et au Maroc, chez K Édition, mais les organisations, les associations musulmanes sont sur cette ligne antisioniste officielle, c'est-à-dire toujours, encore et toujours, pointer du doigt le colonialisme européen lorsqu'il traite de la question israélienne et sioniste. Vous avez invité Dominique Vidal, oui. Il y avait aussi à l'époque Tariq Ramadan qui était sur cette position-là, et tous les musulmans qui avaient à qui on tendait le micro, tous les intellectuels musulmans étaient exactement sur cette ligne-là de condamner le colonialisme sans jamais remonter aux sources, aux origines de ce sionisme. D'ailleurs, il y a des historiens qui ont travaillé. Shlomo Sand, non? Alors, Shlomo Sand, par exemple, faisait remonter l'origine du sionisme au XVIIe siècle en Angleterre, dans les milieux protestants millénaristes. C'est-à-dire qu'il s'agit toujours de faire reposer la faute et l'origine de ce projet sioniste sur d'autres, sur le colonialisme européen, sur les protestants millénaristes, etc. Alors que moi, je fais remonter ce projet à des courants qui sont à l'intérieur du judaïsme, courant messianique actif, mais qui a été lui-même combattu à travers les siècles contre les rabbins talmudistes. Avant
la création de l'État d'Israël, puis surtout à partir de 1967, avant 1967, la majorité des rabbins à travers le monde étaient anti-sionistes. Après, à partir de 1967, on a vu une contagion sioniste, même dans les milieux rabbiniques religieux. Alors, je tiens à préciser que lorsque je suis arrivé avec mon premier livre, je n'avais pas d'implantation dans les associations, je n'ai jamais adhéré à aucune association ni à aucun parti politique. J'arrivais avec une certaine neutralité, en tout cas je n'étais pas marqué. Et c'est bel et bien mes travaux qui ont dérangé et qui ont été la cause du boycott et du blackout sur mon travail. Oui, alors est-ce que vous avez été déjà condamné par la justice? Jamais attaqué en justice. Je n'ai jamais été attaqué en justice, donc jamais condamné. D'accord. Mais voilà, il y a pas mal de chroniqueurs qui nous interpellent et nous parlent surtout de la publication. Pardon? Non mais je vous écoute, je suis là, vous inquiétez pas. Non, c'est sûr. Je vous suis. Ouais, il y a un site qui relaie un peu vos travaux. En vérité, c'est Égalité Réconciliation. Il les relaie beaucoup d'ailleurs. Oui. Voilà. Oui. Et il y a pas mal Égalité Réconciliation. On précise, c'est Alain Soral. Hein. Oui, on y reviendra à la lecture des livres, parce que ce n'est pas parce qu'un site fasciste ou un site de gauche parle de vous que vous appartenez automatiquement à cette mouvance. Parce qu'aujourd'hui, vous avez, par exemple, il y a quelques jours. Quelque chose qui ressemble. Il y a le Parisien du côté de Beauvais qui fait un article, et le journaliste du Parisien donne la parole à un maghrébin, pour ne pas les citer, qui lui tire à boulet rouge sur le musulman de France, en tout cas le musulman de Beauvais. Et vous avez d'un coup tous les sites d'extrême droite qui reprennent donc les extraits de ce que dit ces musulmans entre guillemets de culture, et cet article a une propagation extraordinaire, alors que dans le même article, dans le même journal, il y a l'interview du maire qui demande point par point ce que dit l'autre. Donc c'est pour ça, si vous voulez, qu'on va attendre de lire le livre pour voir s'il y a des ressemblances dans les idées ou une approche, connaissant l'approche du site Égalité. D'ailleurs, je sais pas s'il a été retiré ou pas, si c'est le tweet ou si c'est le Facebook. Ou... Non, le Facebook d'Alain Soral a été supprimé. Ouais. Le PayPal d'Égalité et Réconciliation a été supprimé, ouais, parce que ils subissent des attaques venant notamment de l'UEJF, l'Union des étudiants juifs de France. Voilà. Et je précise qu'Égalité et Réconciliation n'est pas un site fasciste. Alain Soral vient de l'extrême gauche, c'est un marxiste. Oui, enfin, mais qui a terminé chez M. Le Pen. Hein. Oui. Donc, mais je parle de sa structure intellectuelle, je le connais sans même personnellement, c'est un marxiste. C'est bien ça qu'on vous reproche, Youssef N'Di. C'est votre lien avec Soral qu'on vous reproche. Pas moi, mais les gens en général. Christophe, non, mais il faut le dire, parce que. On y reviendra à la lecture du livre, parce que moi. Non, mais la lecture du livre ou pas, c'est ça la problématique, non, Youssef N'Di depuis longtemps. Non, excusez-moi. Moi, si je lis un livre et que le livre en soi ne comporte aucune des idées propagées par Monsieur Soral et poussant le bouchon par Monsieur Dieudonné et tout ça, c'est le livre que je critique. Mais le fait que les gens se côtoient, prennent un café ensemble, ceux qui vont... Ça n'a rien à voir, bien sûr. Non, mais ceux qui vont jusqu'à ce reproche-là... Il y en a plein, non, mais on y va. Et qui prennent des cafés ensemble. Voilà, on peut ne pas être d'accord et machin. Donc on y reviendra sur ce livre. Aujourd'hui, on va revenir à notre actualité. Okay. Oui, alors, et un regard différent, si vous permettez. Je précise juste une dernière chose. Lorsque vous voulez critiquer quelqu'un, un intellectuel, un chercheur comme moi, on le critique sur ses écrits et ses prises de position. Si ceux qui veulent attaquer Alain Soral veulent lui porter la contradiction, qu'ils l'invitent lui, ou qu'ils invitent Dieudonné s'ils veulent lui porter la contradiction, mais qu'ils ne demandent pas à un intellectuel qui travaille avec eux, qui donne des conférences avec eux, même qui le relaye, de devenir leur porte-parole. Je suis le porte-parole de Youssef N'Di et de personne d'autre. Invité Alain Soral, je pense qu'il se fera un plaisir de venir répondre à vos questions, si vous le voulez. Voilà. Non, pas franchement. Youssef N'Di, alors, pour ce qui vous concerne, il y a la question du jour aujourd'hui. Chaque jour, on met un sujet à l'honneur et on pose une question aux auditrices et on demande si les auditeurs sont d'accord avec cette idée de la France de vouloir rapatrier les mineurs, donc les mineurs de parents terroristes qui sont partis en Syrie et en Irak. C'est ce qui se semble en tout cas se diriger, et en grande majorité ils disent oui, que ce soit sur Facebook à 69%, sur Twitter à 71%, LGF officiel pour voter sur Twitter, Facebook France Maghreb 2.
Est-ce que c'est une bonne idée, Tarek Mami, de rapatrier les enfants mineurs de terroristes, parents terroristes, enfin considérés comme tels, puisque sont partis rejoindre les rangs, des différentes factions terroristes, que ce soit en Syrie ou en Irak. On parle de Daesh parce que c'est la plus connue, mais il y en a évidemment bien d'autres. Est-ce que c'est une bonne idée de rapatrier ces enfants mineurs? Est-ce qu'il y a encore quelque chose à faire pour les sauver, quoi? La question que je poserais, moi, aux auditeurs ou aux citoyens français que je pose la question, est-ce que c'est une bonne chose d'appliquer la même loi à tous les citoyens ou pas? Ou est-ce qu'on rentre de ce qui est devenu aujourd'hui la règle, tout pour les autres, rien pour les uns? Aujourd'hui, on est dans tout ce qui est dans la nuance négative. Dès qu'il s'agit de citoyens français de culture musulmane ou de confession musulmane, tout doit être mis à la règle. Donc c'est une très bonne chose pour moi sur le plan juridique d'abord, sur le plan du droit constitutionnel et sur le problème, sur la situation de la morale de l'État, que d'aller chercher tous les enfants français là où ils sont, parce que ces enfants français, si on ne les récupère pas, là on va en faire des bombes à retardement, comme dit le juge Fenech à terme. Et donc ceux qui disent c'est les enfants ne naissent pas terroristes, les enfants ne naissent pas bons. Les enfants ne naissent pas mauvais. Mais est-ce qu'ils sont responsables aussi, les enfants, de les actes de leurs parents? Les enfants naissent selon les critères de la société et du milieu dans lequel ils vivent. Aujourd'hui ou demain, le petit-fils de MBS, s'il venait à donner des enfants, sera capable de faire ce que son père et son grand-père a fait avec Géorgie. Je rappelle juste que le fondateur de l'Arabie Saoudite, le grand-père, donc qui a fait la guerre entre en gros 1905 et 1936, a fut tué par l'épée plus de 500 000 personnes en Arabie Saoudite. Donc pour moi, c'est une très bonne décision et je vote comme la majorité des auditeurs. C'est une très bonne personne que l'État, que la République française aille chercher ses enfants, en plus sont mineurs, 2 ans, 4 ans, 5 ans, 12 ans. Reste la question, comment on réintègre dans la société normale ces enfants? Les parents, on en fait quoi? Les parents, ceux qui veulent revenir. Mais c'est ça l'hypocrisie de ces gens. Non mais attendez, Christophe. D'abord, les gens qui aujourd'hui sont réputés terroristes sont plus ou moins arrêtés par les Kurdes et par les forces du président Bachar. Donc ils sont impliqués et ils sont, mis en examen pour terrorisme. Donc ils peuvent pas voyager. Deuxième chose, la République française, comme beaucoup d'autres, a pris la décision d'envoyer des snipers, appelez-les comme vous voulez, pour exécuter ces terroristes pour qu'ils ne reviennent pas en France. Donc la question qui se pose, c'est la question des enfants. Des enfants. Ouais. Mais parce que les enfants doivent être rapatriés. Parce qu'au départ, il y a eu une question sur le retour des terroristes. Ouais. Et vu qu'on n'a pas apporté une réponse claire, on est passé par les enfants. On voit une hypocrisie, on voit que c'est un sujet qui reste très délicat et que le pouvoir ou l'État français n'arrive pas à trouver de solution. Et il faut rappeler que ces gens qui sont partis combattre en Syrie, ils sont partis avec la bénédiction à l'époque du pouvoir français. Du président et du ministre des Affaires étrangères, Monsieur Fabius, pratiquement, clairement. Alors, il dit, Bachar ne mérite pas de vivre et le président Hollande coupe donc les relations diplomatiques. Alors tout avocat qui va défendre ces gens, il pourra s'appuyer sur des propos de certains dirigeants français. C'est vrai, on voit, et en plus, il n'y a aucune coopération avec l'État syrien pour condamner, avoir des preuves de leurs exactions et de leurs faits. Et ces enfants, donc, il faut savoir une précision, j'allais dire technique humaine, c'est que ces enfants, cher Christophe, chers auditrices, chers auditeurs, ne sont pas arrachés à leur mère, parce que la plupart des pères, ils sont morts. Donc ces enfants sont entre les mains. Moi j'ai des chiffres à peu près que le pouvoir français parle de 2500 Français encore. Oui, mais en tout cas la majorité sont chez les mères et c'est les mères qui vont accepter la décision de sauver. Il y en a déjà eu une dizaine jusque-là où les mères écrivent clairement qu'elles préfèrent que leurs enfants n'aient pas à subir leur choix et sont rapatriés. Donc il y a quelques-unes d'ailleurs qui sont rentrées. Précisons-le. Oui, ils sont en prison d'ailleurs. Et à l'époque, Manuel Valls, il faut rappeler qu'à l'époque, Manuel Valls avait voté une loi permettant même aux mineurs de quitter sans autorisation parentale. C'est-à-dire, il y en a des gens qui avaient 15-16 ans qui ont pu partir. Il n'a pas voté la loi. En fait, il y avait une décision pour qu'à la frontière française, quand quelqu'un monte dans un avion de Turkish Airlines ou d'une autre compagnie, que la police l'arrête pas, alors que quand ils partent des fois en Algérie, en Tunisie, on leur demande l'autorisation parentale pour quitter le pays. Oui, l'autorisation avait été suspendue sous Hollande, puis réintroduite en 2015. Et Youssef Indy, son point de vue ?
Je ne suis pas juriste, je ne vais pas statuer là-dessus, mais comme l'a dit Monsieur Mami, je veux dire, les enfants ne sont pas responsables des actes de leurs parents, et je pense il n'y a pas et puis il n'y a pas de gène terroriste qui se transmet. Tout est question d'éducation et effectivement d'environnement. Vous n'allez pas condamner des enfants pour les actes commis par leur père. Là, c'est une vision vétérotestamentaire. Oui. En tout cas, vous continuez de voter sur la page Facebook. Mais moi, je reste persuadé que c'est une manière de rapatrier, que l'opinion publique puisse accepter ce début de retour des Français qui sont partis en Syrie. Disons dans un premier pas, on commence par les gosses, parce que le droit international. D'ailleurs, il y a une polémique que nous n'avons pas en France, parce qu'on y a échappé grâce à quelques intellectuels. Aujourd'hui, la déchéance de la nationalité s'est fait pratiquement automatiquement en Belgique. Et il y a plein de personnes que quand ils sont à l'étranger, on les détecte et on les empêche de revenir en Belgique. C'est pas le cas de la déchéance, et donc l'État français a même l'obligation juridique de recevoir les terroristes quand ils rentrent, et il les met en prison, il les juge, il fait ce qu'il veut. Mais on ne peut pas aujourd'hui faire une déchéance dans la nationalité, et on ne peut pas interdire à un citoyen français de rentrer en France. Vous continuez de voter donc sur Facebook, France Maghreb 2, ainsi que sur Twitter, LGF officiel. Effectivement, comme disait Youssef, les enfants ne sont pas responsables, donc, et Tarek Mami, des actes de leurs parents. Je serais tenté de vous dire. Je sais pas, Christophe, si vous avez en mémoire, vous étiez jeune, certainement, en 1983, en gros, il y a eu un ministre, je ne veux pas le nommer, qui a un frère qui était sous. Avec un camion, il est rentré, je sais pas si c'est dans un café, et puis il a tué une personne ou deux. Et une polémique dans la presse, est-ce que le ministre peut rester en place? Et le président à l'époque, donc François Mitterrand, sort. Il dit, si c'est comme ça, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui fait une bêtise dans une famille, on met toute la famille en prison et n'en parle plus. Donc le ministre n'est pas concerné par les actes. Comme le frère de Rachida Dati qui a eu des problèmes. Oui, mais je parlais de 423 et qui a tué quelqu'un. Et donc, les parents sont pas responsables de leurs enfants, sauf mineurs. Donc là, et les mineurs ne sont pas responsables de leurs parents, et des adultes ne sont pas responsables l'un de l'autre. Donc, si vous avez deux personnes qui ont été en Syrie, c'est lui qui a tenu la garde à la frontière et c'est lui qui a tué, ils vont pas avoir le même traitement juridique ici une fois rentrés en France. Donc pour moi, c'est une décision de sagesse, et je suis pas sûr que le débat se déroulerait de la manière si on n'était pas, même si Christophe va pas être content, il va s'y ressauter, mais c'est la vie, si on n'était pas sous Macron, si on avait été sous Sarkozy. Non mais arrêtez, il y a pas d'anti-Macron ni de pro-Macron dans cette émission, vous savez. Non, mais je veux dire, sous Hollande, ou sous Fabius, ou sous, je pense que Christophe, il est aussi critique envers Macron qu'envers Sarkozy ou qu'envers Hollande, hein. Moi, je vois un anti-macroniste. Oui, non, mais je reste sur cette idée qu'on a eu droit à moins de polémiques sur cette question. Il y a eu le débat, il est plus apaisé. Je dis pas apaisé, mais il est plus bas, quoi. De basse intensité. Alors que il y a quelques années, dès que quelqu'un faisait quelque chose, c'est quand vous avez un premier ministre qui monte au créneau, quand vous avez le ministre de l'Intérieur qui monte au créneau, quand vous avez le ministre des Affaires étrangères, voire le président de la République. Aujourd'hui, cette polémique, quelqu'un proposerait même un référendum. Est-ce qu'on peut les rapatrier les gosses ou pas? Alors, je voulais évoquer un sujet, profiter de la présence de Youssef N'Di pour parler de celui qu'on a beaucoup vu, qui a lui aussi sorti un livre, mais qui a eu plus de chance que vous en matière de promo, puisqu'il a fait tous les plateaux. Et pourtant, on peut dire quand même qu'il a des propos absolument insultants, voire même diffamatoires. Et à ce titre, d'ailleurs, il y a plusieurs plaintes qui ont été déposées contre lui. C'est pas la première fois. Il s'appelle Éric Zemmour, qui a déjà été condamné effectivement, et qui risque de l'être à nouveau d'ailleurs dans quelques temps. Youssef N'Di, Éric Zemmour, question toute simple. Appartient-il à une espèce de, comment dirais-je, on parle du sionisme, mais il y a plusieurs catégories dans le sionisme. Quel type de sioniste est-il, Éric Zemmour? Alors, je dirais qu'il est un sioniste qui marche à visage couvert, à visage masqué. Je l'avais déjà dit lors d'une conférence il y a 2 ans à Nice. On me posait la question sur Éric Zemmour. J'expliquais qu'Éric Zemmour tendait un piège à toute une partie de la population française, qu'on pourrait dire de droite, catholique, voire identitaire, parce que Zemmour n'a jamais mis en avant son sionisme ou son un attachement quelconque à Israël. Il a toujours tenu un discours
plutôt souverainiste, royaliste même. Non, pas royaliste, jamais royaliste. Non. Dans les années 2000, il est pas hostile à la monarchie, hein, voilà, mais dans les années 2000, il était sur des questions, la question de l'immigration, la question de la souveraineté d'ailleurs économique. Puis vers la fin des années 2000, il a abandonné la thématique économique par exemple pour se recentrer surtout sur l'immigration, la question identitaire et surtout l'islam. Il a commencé à se focaliser sur l'islam. Et ça coïncidait avec l'agenda sioniste qui, sur le plan idéologique dans le monde occidental, visait à diaboliser l'islam et les musulmans pour justifier, là je vais très vite, un certain nombre de guerres dans le monde musulman. Et dans ce dispositif, Éric Zemmour jouait un rôle assez important parce que à partir de 2011, il commençait à se dévoiler en faisant le parallèle entre les armées révolutionnaires françaises et Tsahal. Il commençait à faire l'éloge de Tsahal et petit à petit d'Israël, faisant amalgamant l'histoire de France et de manière fallacieuse à l'histoire de l'État d'Israël moderne d'ailleurs, pour attirer son public dont il avait acquis la confiance, c'est-à-dire le public de droite, souverainiste, catholique, et les ramener dans le giron du sionisme d'Israël, et pour nous dire finalement, par exemple en 2016, que il y avait un plan de l'état-major français qui était d'inspiration israélienne pour nettoyer les banlieues, et il ajoutait car les Israéliens ont une certaine expertise à Gaza. Donc il était de manière assez subtile, mais maintenant on le voit arriver avec ses gros sabots, notamment avec son dernier livre, où il amalgame complètement la France, son histoire, sa politique, sa vision même de la souveraineté et l'État d'Israël, l'État hébreu. Et tout cela rentre dans le cadre d'un choc des civilisations à l'échelle internationale et d'un choc des civilisations à l'échelle nationale, parce que son discours pousse à la guerre civile, à la défiance, à la méfiance entre les différentes communautés et en France, et il essaye d'allumer un feu pour la guerre. En fait, cette vision, Christophe, aujourd'hui, qui se multiplie, y compris dans le nouveau, je sais même pas quel titre il a, le Salvini en Italie, je sais pas si les premiers ministres, les ministres de l'Intérieur. Ou ministres de l'Intérieur. Bon, alors ça, c'est aussi superbe, parce que dans un pays, il y a un président de la République, Premier ministre. Non, mais personne ne connaît son nom. Il y a un premier ministre, personne ne connaît son nom. Conte, ouais, je sais pas. Oui, personne ne connaît son nom. À part nous, les spécialistes de la chose. Et un ministre de l'Intérieur dont tout le monde parle. Donc, je vois pas pourquoi ce type serait plutôt ministre de l'Intérieur. Il devrait être au moins premier ministre, parce que les pouvoirs sont donc entre les mains des premiers ministres en Italie et dans les régimes parlementaires en général. Ces gens-là, je le dis tel que je le pense, ils ne sont ni pro-juifs, ils ne sont ni pro-sionistes, ils ne sont ni pro-israéliens. Ils sont tout simplement anti-arabes, anti-musulmans, et ils jouent sur l'ancienne règle: les ennemis de mes ennemis, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Et en clair, au lieu de dire moi j'assume ça, ils disent moi je fais comme les Israéliens. Et donc demain à terme, vous allez voir, quand il y a d'autres Youssef Indy et d'autres qui vont travailler sur ces questions, ce sont des gens qui n'assument pas leur propre position, mais qui se cachent devant les positions de ceux qui aujourd'hui ont le vent en poupe. Belle transition, puisque dans un instant on va parler justement au travers de Salvini, mais bien d'autres pays d'exemple en Europe, avec Youssef Indy qui est avec nous aujourd'hui, Sofiane Lakhdari, Tarek Mami, de la montée non pas du populisme employé à tort, mais de l'extrême droite, appelons les choses telles qu'elles sont. En Europe, faut-il s'en inquiéter? On en reparle avec vous, Youssef Indy, et auditrices, auditeurs. Si vous avez des questions, évidemment, vous pouvez intervenir en nous appelant 01 40 33 9000. C'est le grand forum sur France Maghreb 2 jusqu'à 18h. Aujourd'hui, je trouve. Oui, c'est vrai. C'est vrai. D'origine italienne. Voilà. Alors, Salvini, quoi. Nous en parlions tout à l'heure, Youssef Indy, de cette montée de l'extrême droite à travers tout le continent européen. J'aimerais te faire réagir, Youssef, sur cette phrase qu'a prononcée Gérard Collomb, ex-ministre de l'Intérieur, lorsqu'il a quitté la place Beauvau. Aujourd'hui, nous vivons côte à côte. Je crains que demain, nous ne vivions face à face. En clair, s'il fallait peut-être lire cette phrase dans plusieurs sens différents, il est en train de nous dire qu'il y a une guerre civile qui se prépare en France. Oui, clairement, il annonce une guerre civile. Alors, est-ce que cette phrase, découle de ce qu'il sait
étant ministre de l'Intérieur, donc premier flic de France, il est bien informé. Normalement. Est-ce que normalement bien informé? Est-ce qu'il s'agit là d'une profession? Il est tellement bien informé qu'il savait même pas Ben Allah s'il était vraiment dans la sécurité ou dans le ou policier. Ça c'est devant la commission. Non, mais des informés comme ça, moi je les laisse pas à la tête de l'État. Alors il y a ce qu'on appelle les prophéties autoréalisatrices. Ouais. Est-ce qu'il s'agit d'une prophétie autoréalisatrice? Est-ce que c'est une volonté de la part de Monsieur Collomb, de son entourage et des réseaux auxquels il appartient? Vous pouvez faire quelques recherches sur Michel Collomb. Vous saurez. Monsieur. Pardon. Collomb, vous saurez à quel réseau il appartient. Est-ce qu'il s'agit de cela? Je ne sais pas. Mais en tout cas, l'ambiance générale, l'idéologie qui est véhiculée depuis un certain nombre d'années, surtout depuis le 11 septembre 2001, en France en particulier, c'est l'idée, la volonté de déclencher non pas forcément une guerre civile, mais un climat de tension, de plus ou moins haute intensité entre les différentes communautés. Et ils ont leur porte-parole, à l'image de Zemmour, Finkielkraut. Bien sûr, chacun joue son rôle et il y a, on a l'impression que c'est bien organisé d'ailleurs. Chacun essaye de se partager un petit peu les choses. J'ai déjà parlé de ça d'ailleurs dans mon interview il y a 2 ans à la conférence où je parlais de vaste division du travail où chacun joue un rôle bien défini et lorsqu'on voit les connexions des uns et des autres, qui travaille avec qui, on voit par exemple Éric Zemmour qui tout d'un coup et se retrouve proche d'un certain Gilles William Goldnadel, qui a été vice-président du CRIF, qui a maintenant un média qui s'appelle la France Libre, créé avec Berkoff, et qui fait la promotion des ouvrages et des idées d'Éric Zemmour, sachant que Goldnadel lui appartient à la frange la plus extrémiste et radicale en Israël, ami proche de Netanyahou, mais aussi de Meir Habib. Là, les choses commencent à apparaître plus clairement. Et les chroniqueurs, faut-il le rappeler, chez Ardisson, chez RMC, dans les grandes gueules, enfin, ils ont une tribune, quoi. Ils sont invités souvent. Et ils ont plus qu'une tribune, ils ont les médias eux-mêmes. Je veux dire, quand on les voit, on a vu récemment Éric Zemmour invité sur BFM TV, il a fait débattant avec un autre membre de sa communauté, mais lui de gauche, et un débat dirigé par une autre personne de la communauté et un média BFM TV qui appartient à un Israélien, pas un franco-israélien, un Israélien, Patrick Drahi. Ouais. Bon, les choses sont évidentes. Mais pardon Youssef, mais je voulais poser une question simple. Quel intérêt ces gens-là afin d'enclencher une guerre civile en France? Alors là, ça nous emmènerait à des questions religieuses, vision du monde, vision de l'histoire et de la géopolitique qui coïncident toutes. Si l'on s'intéresse, comme j'ai pu le faire dans mes ouvrages, au messianisme juif, c'est-à-dire et sa traduction sioniste territoriale, et lorsqu'on lit les textes et qu'on voit les discours des dirigeants sionistes, qu'ils soient israéliens ou à l'échelle internationale, ce qui revient de manière permanente, c'est la confrontation entre l'Occident, le monde occidental, et le monde musulman. C'est la destruction des nations, soit par la guerre, soit par la disparition des frontières, et il y a cette permanente volonté de déclencher une guerre civile mondiale, c'est-à-dire faire disparaître toutes les nations, y compris les nations européennes, car souvenez-vous, qui a voulu déclencher la guerre de Libye, celui qui a joué un rôle important là, Bernard-Henri Lévy, officieux. Bernard-Henri Lévy. Kadhafi à l'époque avait mis en garde, disant: imbécile que vous êtes en train de faire sauter le verrou qui empêche le déferlement migratoire. Et il a dit, après la disparition de la Libye, vous verrez des vagues migratoires. Il s'est pas trompé sur le coup. Il s'est pas trompé. Ouais. Et l'on sait que la CIA et George Soros, le milliardaire qui est de confession juive et qui est américain, George Soros, participe, finance
finance ces vagues migratoires. Et la finalité, c'est la destruction des nations. On détruit les nations musulmanes par la guerre et on détruit les nations occidentales par d'autres moyens. Est-ce qu'il faut aller assez loin pour expliquer l'intention qu'ont ces gens-là quant à installer un climat instable ou climat de tension permanent, voilà, de conflit entre deux populations de catégories. Alors sur toutes ces questions, en fait, il y a beaucoup de thèses, mais jusque-là, aucun service de renseignement, par exemple allemand, qui est très fort sur ces questions, ne publie des choses. On dit qu'on va publier sur Khashoggi des enregistrements, mais ça reste quand même, j'allais dire, des déductions intellectuelles sans aucune preuve, parce que dire que Soros paye les migrants, il n'y a pas de preuves physiques, ce sont des conséquences, ce sont des analyses intellectuelles qui Open Society. Il a des relais. Alors là, je vous renvoie par exemple aux travaux et aux articles de Pierre-Antoine Plaquevent, qui va sortir un livre sur Soros et qui a mené une enquête très fouillée sur George Soros, sur ses réseaux et son rôle dans les vagues migratoires. Et quand je parle de la CIA, c'est documenté. Il y a des documents qui prouvent que la CIA participe, il contribue au financement des vagues migratoires. Et pour ce qui est de l'Europe, la disparition de la souveraineté économique, de la disparition des frontières, tout ça, ce sont des décisions politiques. Oui. Ce n'est pas une évolution historique naturelle. Lorsqu'on décide de détruire les pays musulmans, à commencer par l'Irak, mais aussi l'Afghanistan, et qu'on sait que le lobby pro-israélien aux États-Unis, je m'appuie sur Walt et Mersheimer, a joué un rôle décisif, même premier dans le déclenchement de ces guerres, il y a une volonté. Et cette volonté, moi je pense que cette volonté est toujours guidée par une vision du monde, une certaine idéologie. Ce n'est pas seulement pour des raisons immédiates politiques. Il y a véritablement une vision du monde, et mon travail à moi, c'est de mettre tout cela, cette réalité historique, dans une perspective et de montrer qu'il y a des moteurs dans l'histoire, et ce sont essentiellement les idées, les idéologies et les visions messianiques aussi. D'ailleurs, Soros a reçu hier comme le colis piégé, donc non, mais George Soros, il a été interdit même d'Hongrie avec Viktor Orban. Et de Russie aussi. Ma question, Youssef N'Di, était la suivante. Est-ce qu'il faut aller aussi loin pour expliquer l'intention de ces quelques personnes que l'on a citées à installer un climat instable en France? Oui, il faut aller aussi loin, parce que ces gens-là ont une culture, une vision du monde. Ils appartiennent à des réseaux. Parce que c'est spécifique quand même à la France, quand même, ce type de personnage, de climat qui quand même. Non. Aujourd'hui, on le voit aux États-Unis. Cette obsession envers l'islam. Quand même. Cette obsession envers l'islam. Envers les musulmans. Mais on voit aujourd'hui les extrêmes droites, ils viennent avec un discours anti-musulman. Ça vient du monde occidental. Dans les grands médias, les hommes politiques, les discours des journalistes et chroniqueurs, ce n'est pas seulement qu'en France. C'est essentiellement en Europe de l'Ouest et en Amérique, et on a vu un tournant, une aggravation. Pardon, Youssef, mais à la différence de l'Amérique, c'est que vous avez un lobby juif, pour le dire clairement, qui est très présent, mais qui est pas forcément pro-israélien. Ou pro-sioniste. Alors, le lobby, attention, on parle de quoi? On parle d'un lobby pro-israélien. Il y a des lobbies pro-israéliens. Il y a par exemple l'AIPAC. On peut dire que c'est un lobby juif, mais il est juif et pro-israélien. Vous avez le lobby qui est dirigé par Sheldon Adelson, qui s'appelle The American Zionist Organization. Bon, c'est un lobby pro-israélien de droite. Vous avez l'Anti-Defamation League, qui est l'équivalent de la LICRA aux États-Unis. Ils sont pas, ils n'agissent pas dans le sens dans un premier temps, dans la politique. Ils ne visent pas à défendre d'abord la politique israélienne, mais à persécuter tous ceux qui auraient un discours anti-israélien qui pourrait être amalgamé à de l'antisémitisme. Donc on a des structures nationales, internationales, qui sont toutes connectées. Le lobby pro-israélien aux États-Unis, le lobby pro-israélien en France, le CRIF, ils ont tous des relais à l'international, et ils sont tous connectés
à l'État d'Israël, et on voit d'ailleurs quand on lit Walt Emmersheimer que le lobby pro-israélien, tout son travail a été de relayer la propagande et la politique, la vision politique d'Israël aux États-Unis. Alors, vous avez, en ce qui concerne les États-Unis, plusieurs lobbies, avec cette précision technique qu'aux États-Unis, les lobbies sont reconnus administrativement et peuvent être payés par ceux qui défendent leur cause, ce qui est interdit en France. Ça, c'est la première grande différence. La deuxième grande différence, c'est que vous avez l'AIPAC qui est la main officielle connu par les États-Unis, connu par Israël et reconnu par eux, pour faire ce travail de lobbying pro-israélien, quelle que soit la situation, parce que vous avez plein de livres, d'ailleurs vous avez des écrivains israéliens qui sortent des livres qu'on pourrait appeler les 10 règles de la propagande pro-israélienne. Quand vous voyez un jeune palestinien mort, vous dites ça. Quand vous voyez une femme giflée, vous dites ça. Donc ça, c'est le travail est construit aux États-Unis. En France, le travail est beaucoup plus diffus, mais les États-Unis, contrairement à la France, cher Christophe, c'est qu'aux États-Unis, il n'y a pas eu le pogrom de la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a pas eu le nazisme sur place, il n'y a pas eu le Veldiv, donc la vision est différente. C'est une population complètement déconnectée du monde. Et vous y rajoutez le protestantisme. Quand vous venez en France, en France, on est toujours sur la culpabilité de la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, la France, il y a ce côté-là, et il y a que la plus grande partie de la classe intellectuelle aujourd'hui politique a rejeté ce que le général de Gaulle a fait en gros entre 62 l'indépendance de l'Algérie et 67 d'abord et 73 ensuite, qui était jusqu'à Giscard, qui était considéré comme une politique pro-arabe. Et d'ailleurs, depuis l'arrivée de M. Sarkozy en France à la présidence et réintégration de la France au sein de l'OTAN, ordre a été donné de nettoyer ceux qui sont considérés comme pro-palestiniens, que ce soit au Quai d'Orsay, que ce soit dans les médias, et vous avez plusieurs grands journalistes qui étaient des journalistes objectifs à RFI et qui ont été virés par Madame Ockrent dès qu'elle est arrivée. Vous avez le grand journaliste algérien dont le nom m'échappe, mais qui avait le journal de 18h, son nom va me revenir, c'est l'un des Rachid Arab. Non, rien du tout. Kamel Jaider. Voilà. Kamel Jaider, c'était le journal le plus écouté en France, 18h30 sur RFI. Il était d'un équilibre que même les Israéliens le félicitaient par derrière. En France, Tarek, vous allez peut-être un peu loin quand même. Comment? Peut-être un peu loin. Sur cette question-là? Ah, sur cette question. D'accord. Non, mais c'est le plus grand journaliste. Vous savez, quand vous êtes le plus grand journaliste sur une question polémique très difficile, c'est que vous êtes le plus grand journaliste de France. Oui. C'est ça l'interprétation. Oui, non, mais c'est l'éducation, c'est la conclusion. Et derrière, vous avez Madame Ockrent, dès qu'elle est arrivée, elle l'a virée. Il y a un deuxième journaliste, son nom aussi m'échappe, qui est spécialiste du Liban et du Moyen-Orient. Il a été viré, pourquoi? Parce qu'il a sorti un super livre et il a été développé son livre à Radio Courtoisie, la radio de l'extrême droite, et tout d'un coup on lui dit t'as été faire présenter dans une radio d'extrême droite, et quand vous êtes reconnu comme RFI, donc c'est RFI qui va à l'extrême droite. Il fait ce que tout le monde et tout journaliste dans le monde court derrière, une interview en exclusivité en 2013 au début de la guerre en série, et là on le vire parce que on lui reproche de ne pas avoir pris les autorisations écrites des acteurs pour faire cette interview, ce que Georges Malbrino est devenu un grand journaliste connu par tous parce que justement il arrive à faire. Donc vous avez une utilisation j'allais dire, de la défense d'Israël qui est différente, qui est complémentaire entre les États-Unis ici, et vous avez bien sûr le super livre de M. Cohen, Jacob Cohen, sur le Sayanim. Et si vous voulez avoir un minimum de connaissances comment ça fonctionne, les lobbies en France, vous lisez Sayanim. Sofiane Lakhdari. Est-ce qu'on a le temps de développer? Parce que moi j'ai une question pour Youssef, parce que j'ai du mal à comprendre quand il me parle quand il dit BHL, ou parmi les gens comme BHL qui agissent afin de détruire des pays au nom des droits de l'homme, de la liberté, de la démocratie. Et on a un autre relais qui vient par la suite, des gens comme George Soros, et avec des sociétés dites humanistes pour s'occuper de ramener de l'immigration en vérité de masse en Occident. J'ai du mal à comprendre parce que en même temps le discours nationaliste il est anti-immigrationniste.
des gens qui sont maintenant, on sait, Steve Bannon, il a un rôle, Donald Trump avec ce qui est l'ancien conseiller. J'ai du mal à voir parce qu'on a un courant qui est pro-immigration et un autre courant qui est en train de monter, cette extrême droite, qui a comme simple discours non pas économique qui est différent des autres, mais un discours sociétal, c'est-à-dire anti-immigration, retour des États-nations, etc. Les deux sont complémentaires. C'est complémentaire, c'est évident. C'est le fameux pompier pyromane, c'est-à-dire que vous avez une faction ou un groupe ou un réseau qui va s'occuper de la destruction du monde musulman. Donc vous avez un Bernard Lewis, israélo-britannico-américain, qui en pointe en 2003 va convaincre Dick Cheney avec bien sûr tout le Richard Pearl, Paul Wolfowitz, tous les néoconservateurs, tout le lobby pro-israélien derrière, convaincre les États-Unis de partir en guerre et de détruire le monde musulman. Une fois que ce monde musulman est détruit, en particulier les verrous comme la Libye, là vous avez l'autre réseau qui est connecté, ils sont connectés organiquement, je dirais, avec à sa tête les Soros et tous les idéologues de l'immigrationnisme mondial qui sont en fait des libre-échangistes et des immigrationnistes, qui vont faire accepter à la population, en tout cas une partie de la population, cette idée de migration, ce nomadisme, qui vont avec à coup de centaines de millions de milliards faire venir ces migrants qui ne viennent pas forcément de pays en guerre. Hein. On produit la guerre dans certains pays, on déclenche les guerres dans certains pays pour faire venir d'autres migrants de pays qui ne sont pas en guerre. Et en fait, c'est une dialectique, c'est-à-dire que ce sont deux mouvements apparemment opposés qui permettent de faire avancer ce projet. Ce projet, c'est le chaos général, parce que ni la guerre pour la démocratie soi-disant, ni le financement des vagues migratoires ne tend vers une stabilisation du monde, que ce soit du monde occidental, de l'Afrique ou de l'Asie. Tout cela tend, ces deux mouvements apparemment opposés, tendent vers la destruction du monde dans sa globalité. Quand vous avez des gens qui défendent la politique israélienne soi-disant de protection des frontières, alors que l'État d'Israël n'a pas de frontières, mais ça c'est encore autre chose, et qui en Europe tiennent un discours immigrationniste, vous vous dites, il y a ce que s'appelle les Américains un double standard, il semble y avoir une opposition. Non, en fait c'est tout à fait cohérent, parce que pour ces gens-là, il y a un seul État qui doit subsister au milieu du chaos, de la décomposition des nations, c'est l'État d'Israël. Il faut le comprendre. En fait, la complémentarité, elle est plus qu'apparente. Il n'y a que ceux qui veulent pas la voir, qui la voient pas. Si d'un côté vous poussez à l'immigration maximale pour aller dans des pays aujourd'hui stables, qu'est-ce qui va se passer? À certains moments, ces populations qui ont été poussées à partir vont venir, non pas nécessairement déstabiliser les pays où ils s'installent, mais créer un sentiment de frustration des locaux, et donc fait de l'explosion sociale qui peut se terminer par une guerre civile, mais je crois pas moi à la guerre civile, mais en tout cas pour le ressenti et la victoire d'extrême droite. Et donc vous avez cette population immigrée qui va venir, qui va être doublement victime. Elle est victime du fait qu'elle a quitté ce repère, pour faire simple, culturel, naturel, et elle est victime du mauvais accueil qu'elle va subir ici. Et en fait, pour réécrire l'histoire à la Marx, on va reproduire une nouvelle classe ouvrière qui accepte tout pour que ces milliardaires puissent encore enrichir leur capital. Et donc, vous avez... Et ça va dans ton sens, Tarek, parce qu'on a un patron comme le MEDEF en Allemagne qui a demandé 1 million. Oui, et il les a eu. Ça va dans le sens. Et donc, vous avez en fait 3 mouvements historiques qui marche en parallèle. D'habitude, on a besoin de 2 pieds. Là, c'est le tripied, parce que la vision est beaucoup plus compliquée. Alors, la vision qui est la plus compliquée, pourquoi trépied? Donc, d'un côté, annihiler, avec donc le verbe H au milieu, toutes les composantes du monde qui sont stables, et remarquer qu'ils ne peuvent pas, ou qu'ils n'ont pas encore décidé d'attaquer l'Inde, d'attaquer la Chine, et d'attaquer la Russie sur ce côté-là. Donc, quel est le maillon faible des systèmes? C'est l'Europe, hier colonisatrice, donc hier dominante et aujourd'hui dominée. Pourquoi? Pour que le modèle vienne, c'est un peu compliqué, hein, mais je veux dire, à partir du moment où vous rentrez dans ce sujet, il faut y aller un peu jusqu'au bout, pour faire que le leadership mondial reste aux États-Unis, qui dit qu'est-ce qu'il faut faire,
que l'Europe ne puisse plus résister en lui faisant perdre sa souveraineté, et que les États-Unis, par protestants interposés et par vision donc sioniste imposée, aujourd'hui vous avez le beau-fils du président de la République qui parle comme le Premier ministre d'Israël. Et les Israéliens, conscients et lucides, disent on n'a pas besoin de siège, nous, au Conseil de sécurité. Nous avons le siège américain qui parle pour nous. Et donc, il faut imbriquer ces trois mouvements, donc l'immigration, l'affaiblissement de la souveraineté européenne et la domination de la vision sioniste du monde à travers les États-Unis, et vous comprenez. Et donc, cette situation ne peut que devenir explosive. Heureusement pour nous, et c'est pas moi qui l'écris, c'est l'ancien idéologue de la société américaine, le Polonais, le stratège Brzezinski, qui écrit quelques jours avant sa mort, alors qu'il avait écrit plein de livres, il écrit un petit article de 4-5 pages qui dit: les États-Unis n'ont jamais été un empire, ne seront jamais un empire, et resteront le pays le plus dominant du monde, ou l'empire du moment, tant que leur dollar tient. Le jour où leur dollar s'effrite, il n'y a plus rien. Et donc vous avez ces mouvements tectoniques de l'histoire de l'humanité à laquelle nous avons la chance ou la malchance d'assister. La chance parce qu'on comprend et on peut analyser, la malchance parce qu'on voit les pays arabes, les pays musulmans et la Palestine souffrir. Je rappelle juste que l'Andalousie c'est 8 siècles. Et il n'y avait pas tout ça, il y avait une espèce de vivre ensemble et d'harmonie. Et d'ailleurs, c'est tombé à cause de ça, à cause des pouvoirs politiques, à cause des dissensions, à cause des MBS de l'époque on va en parler, qui sont passés d'un pays à 8 mamelik, à 8 départements, qui se sont terminés par 2, et le dernier a remis sa démission et a quitté. Abdel quelque chose, qui a quitté le dernier petit émirat d'Andalousie. Et là on peut dire que c'est le commencement de l'effondrement, parce qu'à ce moment-là ceux qui étaient en face ont compris que les intérêts particuliers peuvent être supérieurs à l'intérêt général. Et là on voit que les États-Unis résistent, ils essayent. Alors, oui, mais question, si vous permettez, messieurs les éditorialistes, question Youssef Ndi. Moi je me pose la question, je suis peut-être un peu naïf, pardonnez-moi, c'est peut-être mon jeune âge qui veut ça, mais le fait de savoir et de voir que Netanyahou et toute cette politique qu'on peut considérer d'extrême droite en Israël fricote avec cette même Europe de l'extrême droite, qu'il faut le dire quand même, à l'origine l'extrême droite est antisémite. Vraiment. Comment expliquer que Viktor Orban fasse Salvini aujourd'hui avec Netanyahou, ou ceux de l'Autriche qui s'est retrouvé avec la tenue de Tsahal alors qu'il tenait un bal avant antisémite. Alors ça c'est une vision stratégique. Disons que là je parle du point de vue israélien. Vous savez que le nationalisme européen, traditionnellement, historiquement, n'est pas franchement philosémite. Vous savez que l'Union européenne, vous constatez que l'Union européenne est en cours d'effritement. Vous voyez qu'il y a une remontée des populismes, enfin tout simplement la volonté des nations de s'émanciper de ce politburo de Bruxelles, de l'euro qui les appauvrit, et du système de libre-échange qui aggrave désindustrialise complètement l'Europe. Qui aggrave cet appauvrissement. Et du point de vue israélien, il faut toujours avoir un train d'avance, un coup d'avance. Vous devez, si vous voulez vous épargner certaines déconvenues, c'est-à-dire des nations européennes qui se retournent contre vous, vous devez prendre le contrôle des extrêmes droites ou des tenants du populisme. C'est ce qu'ils ont commencé dès les années 2000. C'est pas quelque chose de nouveau. Vous avez, par exemple, Geert Wilders en Hollande, le Front National ces dernières années, notamment avec Marine Le Pen. Vous avez cela en Suisse, là récemment avec, je crois que c'est l'AfD en Allemagne, l'Autriche, etc. Vous avez une volonté des réseaux sionistes de se rapprocher de ces courants populistes et d'extrême droite pour deux choses. Premièrement, éviter que ce populisme se retourne contre les Juifs et contre Israël en général. Youssef, ne bouge pas, on revient juste après la pub parce que sinon on va être coupé. Pour que tu finisses en tout cas ton analyse, et la question que je te poserai, à laquelle tu nous répondras après, est-ce qu'il faut craindre cette arrivée de l'extrême droite en France? À tout de suite. France
Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum, on est reparti messieurs jusque 18h avec Tarek Mami, avec Sofiane Lakhdari qui est avec nous et notre invité aujourd'hui Youssef N'Di sur France Maghreb 2. Alors, on est reparti Youssef, juste auparavant, je demandais comment expliquer cette alliance contre nature quelque part entre Israël et toute cette extrême droite qui, à l'origine, rappelons-le, et j'insiste bien là-dessus, quand on parle d'extrême droite, c'est une extrême droite qui est anti-musulman, bien sûr, mais qui est avant tout antisémite. Oui, alors j'étais en train d'expliquer qu'effectivement, du point de vue israélien, du point de vue sioniste en Europe, il y a deux impératifs, parce que on ne crée pas forcément l'histoire, il y a des dynamiques historiques qu'on ne peut pas forcément contrôler, et alors dans ce cas-là il faut les chevaucher. Et donc la double stratégie actuellement, du point de vue sioniste en Europe et israélien, c'est à la fois d'éviter que les populismes européens et les partis d'extrême droite se retournent contre les juifs et contre le sionisme, tout en déviant cette violence ou cette xénophobie vers les musulmans. On le détourne vers les musulmans parce que ça correspond à la stratégie du choc des civilisations, et on en garde le contrôle pour éviter le retour de flamme, si je puis dire. Elle est là, la stratégie des Israéliens et des sionistes en Europe. C'est pour ça que vous avez un Eric Zemmour, par exemple, et un Goldnadel ou un Finkielkraut qui s'autoproclament les porte-paroles de la France profonde, et qui, dans leur discours, tout en étant favorables, défenseurs soi-disant de la culture française et des Français de souche et contre l'immigration, tape systématiquement sur l'islam et sur les musulmans. C'est la définition de l'ennemi prioritaire selon Carl Schmitt. C'est la volonté d'éviter que cet ennemi prioritaire redevienne en Europe les juifs et plus précisément les sionistes et les israéliens. Et donc c'est toute la manœuvre actuelle avec la décomposition de l'Union européenne et la remontée des nationalismes. Moi, ce que je dis aux sionistes, c'est que vous jouez à un jeu extrêmement dangereux, parce que si je peux appeler ça, les dynamiques de racisme, la logique du racisme ne s'arrête jamais à une frontière. Lorsque vous déclenchez le racisme anti-maghrébin, anti-musulman ou anti-noir, surtout en Europe, vous devez vous attendre à un retour de boomerang, et c'est ça que je leur prédis. Et ça, c'est ce que prédit Emmanuel Todd. Oui, c'est Emmanuel Todd dans son livre. Dans son livre Qui est Charlie. Tout à fait. Il a parlé de ça. Alors, il y a deux choses en fait. C'est que toujours, comme on disait tout à l'heure, il y a les deux mouvements historiques. Les sionistes, pas les juifs, mais les sionistes, veulent à la fois avoir le contrôle et avoir des lobbies forts en Occident, c'est-à-dire principalement en France, en Angleterre, en Allemagne, avec toute l'histoire compliquée de l'Allemagne et aux États-Unis, et en même temps faire le Aliyah, donc le regroupement du maximum de juifs en Israël, pour contrecarrer la natalité, la démographie palestinienne. La démographie. Mais quand vous faites l'analyse politique, les Israéliens d'aujourd'hui, en tout cas les chefs, les idéologues sionistes aujourd'hui, ne prennent pas en perspective le long terme, mais le très court terme. Alors, contrairement à ce qu'a dit et contrairement à ce qu'écrit Youssef N'Di tout à l'heure, autant ils vont mettre 7 siècles pour arriver à un objectif final de se réinstaller en Israël, autant aujourd'hui ils sont comme les réseaux sociaux. Ils courent tellement vite qu'ils n'ont plus cette capacité de vision, qu'est-ce qui va se passer demain. Et vous ne pouvez pas, si vous voulez, sur le long terme, et quand vous écrivez l'histoire, gagner aujourd'hui, gagner demain et gagner après-demain. Et il leur manquerait peut-être, je ne vais pas moi leur donner de conseils, et il leur manquerait peut-être la vision à moyen et à long terme, excusez-moi, la vision à moyen et à long terme, qui ne peut passer que par une coexistence avec les Palestiniens. Et c'est cette dimension-là qui n'est pas acceptée intellectuellement, qui fait que cette course est une course folle, et comme toutes les courses folles, se terminera dans une impasse. Alors, j'ajouterai autre chose, ils sont pris de court par l'histoire, parce qu'on voit la remontée des populismes et la décomposition de l'Union européenne, c'est accéléré bien plus rapidement qu'ils ne pouvaient le prévoir. Et on voit un Jacques Attali qui a été, le parrain d'Emmanuel Macron, et qui a
très largement contribué à son arrivée à l'Élysée. Oui, il l'avait prévu. Emmanuel Macron était là aussi pour accomplir le projet européiste, accélérer l'intégration. Or, même pas un an après son accession au pouvoir, on voit l'Union européenne qui se décompose à très grande vitesse, et d'ailleurs le gouvernement de coalition en Italie, à la suite bien sûr du Brexit et de l'élection de Trump, mais bon, Trump c'est aux États-Unis, l'arrivée de cette coalition en Italie a très largement contribué à la décomposition de l'Union européenne. Et Jacques Attali, qui lui est un mondialiste, immigrationniste, nomadiste, a cet été fait un 180 degrés dans son discours. Alors je termine juste. Je vous ai attendu parce que où il dit justement non, on ne peut pas se passer de la nation. La nation est centrale. La nation doit être. Alors pour ce qui est de la France, il dit on doit réintégrer la francophonie. La francophonie peut être un espace parallèle à l'Union européenne. On voit un rétropédage plus que ça, un 180 degrés dans le discours de Jacques Attali, qui témoignent du fait qu'ils sont pris de court et qu'ils n'ont plus véritablement de stratégie à long terme, mais ils ont des tactiques de réajustement. Alors vous avez sur Jacques Attali, en fait, ce n'est pas un retournement, comme vous le dites. Il a lâché Macron quand même. Non, mais c'est pas ça, Christophe. Soyez pas. Si, un peu. Soyez pas. Non, je suis rien du tout. J'observe, c'est tout. Je constate. Voilà. Non, mais on revient. En fait, cette démarche de Attali date de 10 ans. Aujourd'hui, elle est accentuée par l'accélération de l'histoire. Mais il y a 10 ans, en gros 8-10 ans, il a fait une vidéo visionnable dans laquelle ils essayaient d'expliquer aux lobbyistes israéliens en France qu'ils ont tout intérêt à soutenir pour la création de la bourgeoisie en France, parce que dans la mémoire des peuples, c'est lui qui vous soutient quand vous êtes en position de faiblesse. N'oublie pas. Et c'est lui que vous écrasez quand vous êtes le plus fort, comme le disent les Chinois, n'oublie pas non plus. Et que l'intérêt des Israéliens et des lobbies, c'est de ne pas faire écraser les musulmans de France et les Maghrébins, en gros, pour pouvoir dire demain, on a coexisté, il le dit clairement, en Andalousie, on coexiste aujourd'hui, donc demain que vous allez numériquement devenir plus nombreux le jour du vote, on pourra faire des choses. Oui, alors... Et il est le seul, mais c'est une longue marche, et effectivement, je vous accorde qu'il adapte les discours à l'étape et au danger qui est en face. Oui, alors ce dont vous parlez, c'est tout à fait juste, mais c'est pas la même chose. C'est parce que lui, disons, on peut le classer à gauche, c'est-à-dire il est bien sûr qu'il est juif, Attali, on le sait. Il est sioniste, mais plutôt mondialiste. C'est-à-dire que il fait partie de ces intellectuels qui ont toujours eu un discours plutôt amical vis-à-vis des musulmans pour en garder le contrôle. Et effectivement, il a déclaré qu'il fallait contrôler, il fallait que les juifs, il a dit clairement que la bourgeoisie juive garde le contrôle de la bourgeoisie musulmane. La créer d'abord, parce qu'elle n'y est pas. Bien sûr, non, parce qu'il disait qu'elle était en train de monter. Donc en garder le contrôle, tout comme ceux qui se situent à droite, Finkielkraut, Zemmour, etc., doivent garder le contrôle des milieux catholiques, nationalistes, etc. C'est ce qu'on appelle l'opposition contrôlée. Et lui, Attali, a déclaré d'ailleurs au début des années 90 que la diaspora est la condition de survie d'Israël, parce que lui, il fait partie de l'hyperclasse, de la grande bourgeoisie juive internationale, et il ne fait pas partie de ceux qui vont s'installer en Israël. Là, en fait, ceux que les élites juives envoient en Israël, c'est plutôt les prolétaires, etc. Les grands bourgeois de la communauté ne s'installent pas en Israël. Ils restent en Occident parce que la garantie de survie ou d'existence d'Israël dépend bien sûr de la diaspora, parce que c'est eux qui contrôlent le pouvoir étatique, hier de la Grande-Bretagne, aujourd'hui des États-Unis. Avant de passer à un autre sujet dans un instant, qui sera d'ailleurs le dernier, le Moyen-Orient et l'Arabie Saoudite en l'occurrence, est-ce que vous parlez de Jacques Attali, qui a effectivement prédit en quelque sorte l'arrivée de Macron au pouvoir? Il prédit aussi l'arrivée de Marion très bientôt. Faut le prendre au sérieux là? Marion Maréchal Le Pen. Alors effectivement, qui ne s'appelle plus Le Pen.
Oui, elle a renié le papy. En fait, et qui semble faire de l'ombre. D'ailleurs, on l'a appris d'ailleurs cette semaine, faire de l'ombre à Laurent Wauquiez à droite. Oui, alors on est apprécié par les sympathisants. On est en train de donc le système médiatique, tout comme autour de 2010. Souvenez-vous qu'en 2010, les grands médias s'étaient fait les promoteurs de Marine Le Pen contre Bruno Gollnisch. Ils nous présentaient Marine Le Pen comme une femme brillante, etc. On a vu ce que ça a été. Oui, aujourd'hui, parce que derrière Marion Maréchal Le Pen, il y a quelqu'un comme il y a Patrick Buisson, bien sûr, qui est toujours dans l'ombre. Il y a quelqu'un comme Gilles-William Goldnadel. Il y a le maire de Béziers, Robert Ménard. Il y avait aussi Collard. Et Marion Maréchal Le Pen est, de leur point de vue, un des chevaux qu'on va lancer, pas forcément pour la prochaine présidentielle, mais qui peut être utile pour rabattre au second tour. Elle est entièrement fabriquée, on nous la présente comme quelqu'un d'extrêmement brillant, etc. Mais si vous l'écoutez un peu et que vous la lisez, vous avez l'impression qu'elle lit un prompteur. Alors, effectivement, elle est sur la ligne néoconservatrice à la française, c'est-à-dire plutôt pro-israélienne, bien sûr, souverainiste, identitaire. Et pas anti-européenne, hein. Pas anti-européenne. Elle veut pas sortir parce qu'elle était en conflit avec. Jusqu'à l'élection présidentielle de l'année dernière, elle était plutôt favorable à l'euro. C'était la position de Ménard. C'était la position aussi de Collard et la position anti-Philippot. Et la position de Zemmour. Donc Marion Maréchal Le Pen est là et sera là demain pour jouer le rôle de la porte-parole du néoconservatisme à la française. Et l'union des droites. L'union des droites israélo-compatible. C'est comme ça que je les appelle. Oui. Alors on va évoquer maintenant une grosse affaire là qui a démarré maintenant il y a deux semaines et demie. C'était en Turquie, c'était 2 octobre effectivement, à l'ambassade d'Arabie Saoudite, au consulat d'Arabie Saoudite, effectivement, où Khashoggi qui était invité à se présenter. Rappelons d'ailleurs, dites-moi si je me trompe, ce même Khashoggi qui avait participé en Syrie en 2015 ou 2014, si mes souvenirs sont bons, à des décapitations. Non, il a tweeté. Non. Oui, allez-y. Il a tweeté comme quoi il soutenait. Il y avait une action de Nosra contre une caserne syrienne. C'est la 11e brigade de l'armée syrienne. On a plus de 60 soldats qui ont été décapités. Donc il s'est félicité. Il avait parlé comme quoi que c'était une tactique qui était utilisée par notre groupe. Comme ça, il a utilisé le terme. Avec la phrase, ces gens savent ce qu'ils font. Bon. Comme quoi l'histoire, hein. Et donc ce monsieur donc a été invité donc dans le consulat et après a démarré donc cette histoire du meurtre de Khashoggi. Une quinzaine de personnes venues de Riyad sont arrivées à Istanbul. Ont apparemment après ça se discute, mais sous les ordres de MBS commencé à lui couper les doigts vifs. En tout cas, pas contre la volonté d'MBS. Oui, bon, au stade où nous sommes. Oui, mais pour le moment, on n'a pas d'informations officielles, on n'a que des fuites des journaux de la presse turque, d'ailleurs. Et moi, dans cette affaire, Christophe, ce qui m'étonne, c'est que non pas le procureur qui est responsable de la suite, de suivre ces événements qui vient s'exprimer, et c'est Erdogan. Pour moi, que ça devient une affaire politique, et enfin une affaire de justice. Donc il y a un deal qui semble être trouvé finalement. A priori. Mais la durée de vie de ce deal, elle risque d'être interrompu à n'importe quel moment. On sait qu'avant le discours d'Erdogan, on a la patronne de la CIA qui était présente et on a eu Khaled Ben Abdelaziz qui était venu, qui est le maire de la ville de Riyad, qui est venu le même jour du discours où Erdogan était censé présenter les éléments d'enquête ou les résultats de l'enquête, mais en vérité il n'a pas dit grand chose, il a juste officialisé que que Khashoggi était mort. Il a officialisé que c'était pas une affaire anodine où il y a un commanditaire, il n'est pas le même qui a été rendu responsable par les Saoudiens, à savoir Al-Asiri ou Saoud Al-Qahtani. Indirectement, il disait que c'était MBS. Mais pour le moment, il a joué bien Erdogan. Il a fait en sorte que l'Arabie Saoudite reconnaisse le meurtre de Khashoggi alors qu'avant elle disait qu'il était parti. Ça c'est fait. Et là maintenant, dans ces nouvelles manœuvres et de nouvelles fuites, il essaye à tout prix d'avoir le corps de Khashoggi. En montrant le corps, on parle de décapitation, on parle de doigts complètement, vraiment, on parle d'un homme en morceaux, d'un cadavre en morceaux, pardon.
il essaye à tout prix de montrer les images de ce cadavre afin de mettre l'Arabie Saoudite devant un fait mondial. Dont les doigts ou la tête seraient revenus à Riyad. Si on veut aller vite, Monsieur Jamal Khashoggi est un pur produit de la société saoudite dans toute sa violence. Il a jusqu'à pratiquement son assassinat, il a toujours soutenu MBS. Donc ce n'est pas un opposant, c'est pas un homme libéral, ce n'est pas un contradicteur fort. Ouais. Il a commencé... Un progressiste comme ici. Non, mais il n'est pas progressiste, il est même un conservateur comme MBS pour faire simple, parce qu'il faut aller jusqu'au bout du système. En fait, il a commencé à reculer un petit peu à partir du moment où MBS a arrêté son patron direct, son dernier patron, Al-Walid. Walid Bentaleb. Qui est donc le propriétaire de la chaîne Rotana. Et ce monsieur était entre autres directeur de Rotana. Mais il avait travaillé auparavant, et ça, notre ami Sofiane en a parlé plusieurs fois, avec plusieurs patrons de la sécurité saoudienne. Donc, ces assassinats et ces choses, c'est dans les... Il était présent même dans les années 70 en Afghanistan, aux côtés d'Oussama Ben Laden. Donc, ces choses, il a l'habitude de les vivre, mais c'est pas lui qui les subit. C'était les adversaires de l'Arabie Saoudite. Et il n'accepte pas qu'on ne dise pas du prince, donc le prince héritier, et il n'accepte pas qu'on ne dise pas Ma'ali al-Wazi, al-Ma'ali al-Amir, sa seigneurie, donc il sort du moule. Et quand il perd donc ses avantages financiers, pour faire simple, et il décide de quitter l'Arabie Saoudite, lui qui écrivait en langue arabe, va aux États-Unis, parce que ce que j'ai appris cette nuit, c'est que son fils et des membres de sa famille ont la nationalité américaine. Donc ça doit expliquer... Et lui, il était résident américain. Oui, mais ses enfants sont américains. Donc le lien avec l'Amérique et Trump a une autre connotation que le fait juste de vivre. Et donc quand il sort, il prend 3 initiatives en réalité qui vont énerver au grand maximum le MBS. La première, c'est qu'il monte à Londres et il échange avec les frères musulmans de l'Arabie Saoudite. Donc c'est contre le principe de l'Arabie Saoudite qu'il avait soutenu toute sa vie. La deuxième, c'est qu'il trouve de l'argent chez des riches Qataris pour faire une télévision qui va s'appeler Al-Arabiya ou Al-Arab, ou un truc comme ça, qui va être installée au Qatar, c'est-à-dire chez l'ennemi d'hier. Donc ça, c'est les 2 premières lignes rouges. Et donc, il a divorcé, ou il était en train de divorcer, et donc... C'était sa 4e femme. Oui, mais il était copain, il était assez copain avec l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite aux États-Unis, qui est le frère de MBS. Khaled. Et donc, il est reçu à plusieurs reprises par Khaled, qui lui propose de calmer le jeu, de lui donner l'argent pour faire la télé, mais que la télé doit pas être au Qatar, c'est les ennemis, elle peut être à Paris, elle peut être à Londres, et là, il lui parle comme un copain, et il refuse toutes les offres, et il lui dit, je veux me marier, j'ai besoin du certificat de divorce. Et l'autre, il lui dit, aujourd'hui, ici, à l'ambassade, on peut pas te le donner, parce qu'aujourd'hui, tu vis à Istanbul, en Turquie. Donc, je vais appeler le consul, tu vas en Turquie et on va te donner le document pour te marier. Et Non, Christophe, c'est pire que ça. Et il y va le vendredi ou le jeudi. Et là, il est bien reçu par le consul, il prend son café, il discute, et lui, le document n'est pas encore venu d'Arabie. Il revient mardi dans 10 jours. Dans quelques jours. Et quand il revient, donc on lui fixe le rendez-vous à 13h, et c'est là où la stupidité des services saoudiens va se mettre en place, c'est que le consul dit aux salariés de ne pas revenir l'après-midi, de prendre l'après-midi, donc il vide le consulat. La deuxième, c'est que les 2 avions qui viennent, les services, les membres du service secret vont acheter une scie à couper les os. En Turquie, ils l'amènent pas avec eux, c'est la stupidité extraordinaire. Ils achètent des grosses valises. En Istanbul, ils les amènent pas dans leur avion. Et donc, quand il arrive, et à partir de là, on met tout ça entre guillemets, parce qu'il faudra les confirmer. Donc, il est reçu dans le bureau du consul, et il y a des échanges entre le chef de cabinet de MBS, et puis MBS lui parle au téléphone et essaie de le convaincre, viens ici en Arabie et on règle nos problèmes, on écoute. Mais là, selon la presse turque. Non, selon, y compris quelques sources plutôt iraniennes. Parce que mais les Iraniens vraiment, ils ramènent les mêmes informations qui sont données par les Turcs. Mais je veux dire, les Iraniens. La source numéro. Oui, vous n'entendez pas parler d'eux, mais bon, ils divulguent aussi leur truc. Et en tout cas, au début, quand ils refusent, le projet de ces 15 personnes était de le rapatrier de gré de force. Et on ne sait pas qu'est-ce qui a dérapé. Et quand il a refusé donc de rentrer à la demande de MBS, le chef de cabinet lui dit, il te dit
coupe-lui le doigt et amène-le comme preuve. Et ils ont... Non mais... Non, oui. Et quand il commence à lui couper les doigts, donc forcément il y a les cris et trucs, et là il y aurait eu quand même, et ça sort pas beaucoup, des salariés locaux turcs, et les salariés locaux turcs ne peuvent être que des renseignements turcs qui travaillent à l'intérieur du consulat. Non, même on parle de espionnage de l'ambassade saoudienne à l'encontre des accords de Vienne. Oui, tout à fait. Mais il y avait de la présence physique. Donc de salariés locaux, comme ici, dans toutes les ambassades, vous avez des salariés locaux. Alors, ma question est la suivante, après le rappel des faits, non, mais c'est important, c'est ça. Oui. Et donc là, on n'est que dans le, dans la panique, où je sais pas ce qui s'est passé, donc il est tué, démembré, et il y a eu une bataille. Apparemment, quelqu'un dit, le patron a demandé les doigts, et l'autre lui dit, les doigts, il va nous emmerder, faut lui prendre la tête. Et c'est la version que, est-ce qu'ils ont pris la tête, ou le truc. Voilà, les faits bruts. Mais là, moi, ce que je me pose comme question, comme se pose le patron de l'opposition en Turquie, comment se fait-il qu'un commando de 15 personnes viennent, il reste des heures et des heures à l'intérieur de l'ambassade, la femme ou la consulat, au niveau du consulat, mais cette Jamila, elle était à côté, elle a accompagné Khashoggi et lui a dit au bout de 1 heure, si tu me vois pas, il faut signaler, tu me téléphones. Comment se fait-il que rien n'a été fait, que ce commando est sorti au bout de plusieurs heures à l'intérieur du plusieurs heures. 3 heures. Oui, mais on parle de 3 heures. Court parce que ils sont repartis. Le premier et rien n'a été fait. Non, parce que effectivement, je pense que les informations sont montées à Erdogan et Erdogan il a dit bonjour mon Dieu, aujourd'hui c'est mon affaire. Voilà. On a une volonté et même Khashoggi, sachant qu'il a vécu aux États-Unis, qu'il était proche de la CIA, il avait contacté, ça c'est un journal américain, le Washington Post qui parle de ça, comme quoi qu'il a contacté des membres de la CIA disant qu'il avait rendez-vous au consulat. Est-ce que je peux y aller? Je risque rien. C'est que on voit que c'est un piège. Tendu par qui? Pour faire quoi? On ne sait pas. C'est ça les questions. La première version, c'était de le prendre de force, un peu à la Ben Barka, à qui on va rendre hommage le lundi, puisque ça fera très exactement 53 ans que Ben Barka a été assassiné par le Mossad israélien. Assassiné. Gordon Thomas, il a bien écrit dans son livre. Oui, mais en tout cas, on n'a pas ça encore. Et c'est à la force des services turcs, marocains de l'époque, c'est qu'ils ont enlevé le corps et on ne sait pas où ce qu'il est. Alors qu'aujourd'hui, eux-mêmes, ils reconnaissent. Et donc, les questions pour Christophe, c'est aujourd'hui, ça étonne le monde que ça se passe comme ça. En réalité, c'est le mode de fonctionnement classique de l'Arabie Saoudite. Nous sommes au moins à la 10e personnalité, prince compris, qui ont été enlevés à l'étranger par les services saoudiens pour être rapatriés, certains exécutés, d'autres qu'ils ont été relâchés, mais ce n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est que si vous voulez, vous avez la surprise à l'international d'apprendre que ce genre d'affaires se passe encore comme ça en 2018. Ma question à Youssef N'Di, on voit que la presse israélienne est très emmerdée par le sort de MBS. C'est pas la presse. C'est la classe politique israélienne, mon ami Christophe. La classe politique israélienne est très embêtée par, effectivement... et même Ron Benishai, non, pour aller dans le sens de Christophe, même Ron Benishai, qui est un grand analyste israélien, il l'écrit. Pas de problème. Si on voit que la presse israélienne, les politiques israéliens sont très ennuyés. Certains ont dit d'ailleurs que ça faisait plus de 50 ans qu'on attendait un MBS, un dirigeant pareil de l'Arabie Saoudite. Comment expliquer? Alors, est-ce que, selon vous, Youssef, MBS va-t-il résister à la tempête? Alors d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que initialement le prince héritier n'était pas MBS, c'était Ben Naïef, qui est toujours le ministre de l'Intérieur. Et je ne sais pas s'il est toujours encore, hein, parce que quand il a été déclassé, un de ses fils a été placé, mais lui il a été dégommé. Ah d'accord. Et on a même mis une propagande comme quoi que c'était un cocaïnomane et il ne pouvait pas, etc. Ça va très vite. Oui, ça va vraiment très vite. Ça, il a été dégommé. Comme le temps d'ailleurs. Et les journaux israéliens ont, dès que MBS a été nommé prince héritier, les journaux israéliens ont révélé que ce sont les dirigeants israéliens qui ont fait pression sur le roi Salman pour qu'il désigne MBS comme prince héritier. MBS est l'homme des Israéliens et il est aussi... Alors pour les auditeurs, vraiment 5 secondes. Oui. En fait, dans la famille saoudienne, le pouvoir passe du frère au demi-frère, mais de la même tranche d'âge. Et là on est passé à la Salmania, même la classe Salmania. S'il te plaît. Et donc là, ce qui a été fait par les soutiens d'Israéliens, c'est qu'on a passé le pouvoir d'une génération à une génération, mais pas son fils, plutôt un cousin. Ça a duré 3 mois et comme il n'y a pas eu de réaction dans la famille, on a nommé le MBS. Alors,
donc c'est suite aux pressions israéliennes que MBS a été nommé, parce que MBS, alors ce que les auditeurs ne savent probablement pas, c'est que Jacques Attali est le conseiller d'MBS. Et d'ailleurs, celui qui l'a révélé, c'est mon copain Xavier de Faits et Documents. J'ai écrit un article me basant en partie sur ces révélations. Conseiller sur l'aspect économique 2030. Hein. Oui, c'est le projet Vision Saoudi 2030. Oui. C'est Jacques Attali en est le principal architecte, y compris le projet Neom. Jacques Attali en est aussi interrogé dans le livre de Christine Ockrent qui va sortir dans quelques jours. Tu termineras dans un instant, Youssef. Ouais. Désolé, il a pas de chance. T'as pas de chance. C'est la faute de Tarek et Sofiane, il parle trop. Vous voyez, t'as vu? À tout de suite, cher Youssef, pour la suite F1, pour que tu termines ton analyse sur cet aspect très intéressant, parce que Israël est très ennuyé par ce qui risque d'arriver à MBS. À tout de suite. En Israël, entre des dirigeants israéliens et MBS. On sait, c'est officiel, que Jacques Attali est un conseiller d'MBS. Jacques Attali est à la tête et le principal architecte du Saudi Vision de 2030, et il est aussi l'architecte du projet Neom, la création d'une ville immense qui devrait coûter Las Vegas 500 milliards de dollars, et qui se situera au nord-ouest de l'Arabie Saoudite. Alors, MBS, je pense qu'il est en sursis, comme l'Arabie Saoudite l'est, et si les Israéliens sont actuellement embêtés et s'ils ont dit que ça faisait 50 ans qu'on attendait un roi tel que celui-ci, c'est pour deux choses. C'est parce qu'il le contrôle totalement, et il faut le dire objectivement, stupide. Lorsqu'il était ministre de la Défense, il a pris la décision, certainement influencé par un pouvoir extérieur, il a pris la décision d'attaquer le Yémen, cette guerre atroce et injuste. Il a aussi fait décapiter le cheikh Nimr al-Nimr, qui est un cheikh chiite, alors que il y a 10% je crois de la population saoudienne et chiite, et donc il a failli provoquer un soulèvement de la population chiite dans la région pétrolifère. Bien sûr. Donc l'Arabie Saoudite de toute façon est en sursis, et dans les plans israéliens qui datent de 1982, et même dans les plans américains qui ont repris les plans israéliens, donc le plan israélien, le plan Oded-Yinon, puis il y a eu le Greater Middle East Initiative des Américains en 2002, et en 2006 il y a eu un autre plan de redécoupage du Proche-Orient, en particulier de l'Arabie. Il est prévu que l'Arabie Saoudite éclate. Alors elle peut éclater soit par une guerre fratricide au sommet du pouvoir, à l'intérieur de la famille saoudite. Si MBS résiste par exemple, s'il résiste, mais à mon avis il ne résistera pas longtemps. Il y a déjà, lorsqu'il y a eu la bay'a, c'est-à-dire l'allégeance à MBS, il y a plusieurs princes qui avaient refusé de prêter allégeance, dont un qui l'avait, on ne sait pas ce qu'il lui a dit, mais il le pointait du doigt avec un geste menaçant. Donc s'il y a des dissensions, et que ces dissensions éclatent notamment à la mort du père de Ben Salman, c'est-à-dire le roi Salman, il est certain que MBS ne pourra pas se maintenir. Alors, il peut y avoir donc un éclatement au sommet, à l'intérieur de la famille saoudite, mais aussi des dissensions sur le territoire saoudien, parce que il y a le tribalisme arabe qui remonte à la surface. Vous savez qu'il y a des zones où la famille royale ne peut plus mettre les pieds, parce qu'il y a des tribus qui sont toujours puissantes et qui contrôlent certains territoires en Arabie Saoudite, et ceux-là peuvent se retourner les uns contre les autres et contre le pouvoir central. N'oubliez pas que j'ai parlé de ce projet Neom qui se situe géographiquement donc au nord-ouest de l'Arabie Saoudite, qui coïncide avec le Grand Israël. Donc je ne dis pas que le Grand Israël se fera, mais les Israéliens ont toujours pour but d'élargir leurs frontières, d'étendre leurs frontières du Nil à l'Euphrate, et il se trouve que cette ville Neom se situe justement à l'intérieur de ce futur, cet utopique Grand Israël.
Je rappelle votre livre, Youssef N'Di, qui est sorti donc au mois d'août dernier, c'est ça? Oui, Occident et Islam, tome 2, aux éditions Siges. Le sous-titre, c'est le paradoxe théologique du judaïsme. Et on aura l'occasion usurpa la place de Dieu. Donc, on retient le nom de l'auteur. Et le gros titre. Voilà, Youssef N'Di, Occident et Islam, tome 2. Voilà, et on aura l'occasion de vous réinviter après lecture de ce dernier pour confronter les idées et votre travail. Avec plaisir. Qui sera donc ici sur France Maghreb 2 mis à l'honneur et contredit parce que c'est un peu l'ADN de cette émission. Avec plaisir aussi. Merci beaucoup Youssef N'Di. Merci à vous de m'avoir invité. À très bientôt. Tarek Mami, Sofiane Nagdari, merci messieurs. Merci. Bon week-end. N'oubliez pas de changer d'heure ce week-end, on change d'heure. On passe ainsi à l'heure d'hiver, donc dans la nuit de samedi à dimanche, nous allons reculer nos montres et nos pendules et pendulettes d'une heure. On va dormir une heure de plus et couvrez-vous bien parce qu'à partir de demain, il paraît, l'hiver s'installe, même si on n'est pas tout à fait en hiver. Donc bon week-end à tous. Rendez-vous dès lundi avec l'invité de l'entretien du LGF lundi, Ulysse Rabaté, qui est évidemment partenaire, j'allais dire, de Farid Amrani pour cette première circonscription de l'Essonne que Valls a abandonné, vous savez, pour partir en exil à Barcelone. Là où il est en ballottage défavorable. Absolument, monsieur 4%. 5%. Oui, enfin ça dépend les sondages. À ce qui paraît, s'il perd à Barcelone, il arrêtera la politique. Il ira prendre un café avec monsieur, comment il s'appelle déjà? L'homme au téléphone? Monsieur Bismuth. Ah, Paul Bismuth. Ah oui, effectivement. Effectivement. En tout cas, il sera l'invité puisque l'élection, pour ceux qui n'ont pas suivi l'épisode précédent, Paul Bismuth, c'est Nicolas Sarkozy. C'est Nicolas Sarkozy. Oui, absolument. Ça va tellement vite avec les réseaux sociaux. Ah oui, absolument. Et donc la première circonscription de l'Essonne, donc le premier tour, c'est le 18 novembre prochain. Et l'invité donc sera Ulysse Rabaté lundi à 17h. Bon week-end à tous. C'est un lundi. Marine Garel pour l'info, le flash. Bonsoir Marine. Bonsoir à tous. Les salariés de la scierie Ascoval de Saint-Saul vont lever vers 16h le blocus du site de Valourec, leur actionnaire à Aulnoy-Emery. Ils étaient une trentaine de salariés ce matin à bloquer le site Valourec, l'actionnaire d'Ascoval, qui refuse de soutenir le plan de reprise du site de Saint-Saulve. 281 emplois sont menacés. Ils avaient menacé 2 professeurs avec des armes factices début octobre dans un lycée du Havre. 4 lycéens mineurs ont été placés en garde à vue pendant quelques heures. Après l'envoi de plusieurs colis suspects aux États-Unis, la police américaine prend l'affaire très au sérieux. Elle s'est lancée dans une vaste chasse à l'homme pour retrouver le ou les responsables de l'envoi de 12 colis suspects à des personnalités anti-Trump. Mais 3 jours après la découverte du premier engin explosif, le mystère reste entier sur leur identité et personne n'a encore été arrêté. Seule certitude, le dossier a considérablement tendu le climat à l'approche des législatives américaines de mi-mandat. 20% de hausse depuis un an, le prix du gazole s'est envolé avec pour conséquence un changement de comportement des automobilistes. Lors de longs trajets, certains n'hésitent pas à faire des détours pour payer leur carburant moins cher dans les pays voisins. Une semaine après sa diffusion, Mon pays c'est l'amour s'est vendu à 780 177 exemplaires. Un chiffre historique et un record en France pour un démarrage. L'album de Johnny Hallyday avait déjà atteint 300 000 ventes physiques 24 heures après sa commercialisation et était devenu disque de diamant, soit plus de 500 000 exemplaires vendus en 3 jours seulement. Sport, football, début de la 11e journée de Ligue 1, les Crocos du Nîmes Olympique reçoivent l'AS Saint-Étienne à 20h45. Et puis Didier Deschamps va donner un coup de main à Bernadette Chirac. Le sélectionneur des Bleus sera le parrain de la prochaine opération Piège jaune. La 30e édition de cette opération aura lieu du 9 janvier au 16 février prochain. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2.